Allez, je vais refaire encore un petit sujet sur la Russie et l'Ukraine. Il y a un jour ou 2 jours, j'ai fait une publication qui partageait Francis Lalanne, son opinion sur la situation en Russie et en Ukraine. Enfin, même pas ça, hein, il partageait une expérience. Il s'est rendu à Moscou et donc dans la rue, il a parlé à des gens et des gens qui parlaient français et qui se sont adressés à lui et qui leur ont juste fait part de leurs sentiments. Et suite à ça, j'ai eu droit à une salve de gens. Je ne vais pas qualifier, ça sert à rien pour l'instant, je vais juste les décrire. Et avec les descriptions, vous vous ferez vos opinions. Ces gens-là n'ont même pas cherché à lire en fait ce que les Russes, des êtres humains, avaient à dire sur certaines questions, et ils ne comprenaient pas le rôle de la France dans ce qui se passe à l'heure actuelle, le rôle de l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'on les attaquait, ou pourquoi est-ce que... Enfin voilà, ils ont exprimé leur opinion en tant qu'êtres humains. Et donc, la réaction de mes connaissances Facebook, enfin, de certains de ces connaissances Facebook, a été directement d'invoquer Poutine, de dire que j'étais un ami à Poutine, ou de critiquer Francis Lalanne, mais simplement sur j'aime pas sa tête, j'aime pas qui il est, etc. Donc, pareil, on a toujours des réactions sans contenu qui relayent des pensées, qui relèvent des arguments qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne font juste que répéter comme des perroquets. Ils n'apportent aucun contenu sur la question et puis surtout, ils éludent totalement l'histoire, le contenu de l'histoire et le fait qu'il y ait des gens qui aient adressé des témoignages à Francis Lalanne. Et donc, on occulte totalement cet aspect de personnes, d'êtres humains qui expriment leur opinion pour aller directement à Poutine. Et donc, alors que dans ce que disait Francis Lalanne, il n'y avait même pas de citation sur Poutine, il n'y avait même pas de référence à Poutine, mais directement, il a eu comme un grand vide de représentation de l'humanité de l'autre, du russe, et pour entrer directement dans le Poutine, le politique, et on retrouve les mêmes phénomènes que ce qu'on retrouve dans d'autres problèmes géopolitiques que l'Occident a avec le reste du monde, c'est-à-dire un aveuglement total sur l'humanité qui est en face d'eux, une responsabilité totale et entière, la caricature d'une dictature. On a toujours, ben là j'extrapole un peu sur d'autres sujets, on a le bouclier, nous sommes une démocratie et le reste, taisez-vous, quoi. Fermez-la, vous n'avez droit à rien, vous n'êtes pas humain, on ne vous considère même pas, vous êtes un gros bloc de dictature, de sauvages, de monstres. Et l'attitude de l'Occident par rapport au reste du monde est uniquement déterminée par ça. Alors peut-être que je ferai une vidéo précise sur cette question, mais tout ça s'explique par une vision qui est très ancienne de l'autre, de la représentation de l'Occident sur l'autre. Quand l'Occident a commencé à se considérer comme Occident, il y a une certaine unité culturelle qui n'est finalement apparue qu'après, alors qui a commencé à apparaître avec les croisades, etc., bien évidemment, mais je veux dire, il ne faut pas tout... L'Europe ne s'est pas que représentée par rapport au monde musulman et par rapport aux Arabes, bien qu'elle tire une partie de son rapport au monde par rapport à ça, au cours de son histoire, puisqu'elle tire une grande partie de sa révolution scientifique dans les racines des méthodes scientifiques arabes qui avaient été développées, mais il y a quand même eu un rapport au reste du monde ensuite lors des phases d'expansion européenne vers les autres parties du monde. Et donc on a ce rapport du monde où quand l'Europe finit par découvrir la Chine, le Japon, par exemple, est-ce que vous connaissez le péril jaune? Alors le péril jaune, c'est une représentation d'un danger qui viendrait d'Asie, où la Chine, peut-être alliée à la Russie, peut-être la Chine et le Japon, irait ou aurait pour velléité de conquérir le monde occidental. Alors ça, c'est vraiment une représentation totalement narcissique et qui détermine la vision de l'Occident et du monde. L'Afrique veut envahir l'Europe, l'Asie veut asservir, dominer, conquérir l'Europe. Et cette vision-là ne vient pas de Zemmour, ne vient pas de suprémacistes blancs,
européen ou américain. Non, elle vient d'anciens suprémacistes blancs, on va dire. Elle vient de la colonisation, elle vient de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, où on parlait de péril jaune. Et donc, voilà, on voit ce qui forme la pensée européenne et qui empêche finalement d'avoir une approche constructive des relations entre pays, parce que l'Occident annonce beaucoup de choses, le progrès, l'humanité, la démocratie, etc. Mais dans les faits, c'est pratiquement l'inverse. On n'a pas une organisation démocratique mondiale qui soit équilibrée. On n'a pas de pouvoir pour les autres pays, pratiquement pas de pouvoir pour les autres pays, autres que pour ceux de l'Occident, qui sont encore verrouillés par les États-Unis. Et bien que la Russie ait un pouvoir et comme en tant que membre du Conseil de sécurité, et bien que la Chine en ait un aussi, on reste dans des systèmes d'intimidation, de pression qui font que même ces pays-là, comme on le voit dans le cas de Gaza et de la Palestine, finalement ne votent pas entièrement contre au sein du Conseil de sécurité. Et donc, tout ça fait partie des représentations qui durent encore jusqu'à aujourd'hui, et notamment ces mêmes représentations qu'on a envers la Chine, qui fait qu'à chaque fois que l'Occident présente des reportages sur la Chine, donc choisit les reportages, choisit la manière qu'elle a de présenter la Chine, qui correspond à cette culture qui a été créée à la fois culture, à la fois diplomatie de représentation, on va dire, qui choisit de représenter la Chine parce que la Chine c'est l'ennemi, parce que la Chine est une menace commerciale, mais aussi qui est mélangé avec ces éléments culturels d'une culture globale de l'Occident qui veut voir toujours un agresseur qui va l'envahir. En sachant que les nations européennes sont des nations qui sont des nations bourgeoises, qui ont façonné un modèle de nation actuel, qui a besoin de se légitimer toujours en désignant un ennemi, en désignant un monstre, en désignant une cinquième colonne. C'est ce qui a amené au régime nazi dans les années 30, mais qui a continué d'une manière ou d'une autre en prenant différentes formes. Et très peu de nations occidentales sont préservées de cette vision-là. Car au fond, quelle est la logique de la nation? Quelle est la légitimité de la nation? Est-ce qu'il n'est pas absurde de se représenter en tant que nation autour simplement d'un projet qui n'est uniquement qu'un projet politique, qui n'est même pas un projet d'un peuple, d'une culture, qui est un projet d'une culture récente formée autour de la bourgeoisie et qui déclare nous sommes une nation, nous avons un projet politique qui est restreint à telle frontière, alors que c'est des frontières qui ont bougé pendant des milliers d'années et qui à un moment donné se retrouvent figées mais qui continuent parfois encore de bouger et qui dit nous sommes supérieurs à la nation voisine ou à d'autres nations du monde. Alors, au départ, c'était à la nation voisine, et puis au fur et à mesure, ces nations voisines d'Occident ont fini par se dire nous sommes un bloc de gens supérieurs, nous allons nous organiser entre nous, et nous disons au reste du monde nous sommes supérieurs, nous avons telles valeurs qui sont supérieures aux vôtres, et surtout ne menacez pas nos valeurs. Nous agissons au nom de nos intérêts, et donc nos intérêts sont toujours supérieurs parce que nous sommes des démocraties. Il faut savoir que j'ai fait un sujet au moment où il y avait l'attaque du 7 octobre et puis ensuite la riposte israélienne. Il y a eu un épisode vers le mois de septembre en 2023, une menace qu'a fait la France sur une révolution qui s'est passée. C'était la révolution au Mali. Alors moi je l'appelle révolution. Je crois bien que c'est Mali, je ne me trompe pas, Mali ou Niger, mais elle était qualifiée en Occident de putsch contre le président. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des intimidations. La France a fait intervenir la CEDEAO, qui est l'organisation des pays de l'Ouest africain, et a demandé par l'intermédiaire du CEDEAO, qui ne sont pratiquement que des présidents qui sont inféodés aux règles de l'Occident et aux règles de l'Europe, et qui donc se sont fait des pantins, qui ont fait le relais pour faire des pressions sur le Mali. Mali ou Niger, si je me rappelle bien, c'est plutôt le Niger, avec le président qui a été adoubé par l'Union européenne, et je me rappelle plus de son nom, mais qui a été remplacé par un putsch. Et donc à ce moment-là, il y a eu des pressions qui ont été exercées sur le nouveau gouvernement, et ça a fait tout
tout un ensemble de simagrées diplomatiques de la part de l'Union européenne pour faire que ce régime ce putsch soit invalidé et qu'on remette le président qui était adoubé par l'Union européenne. Et donc ça a failli aller très loin et moi j'étais affolé à l'époque parce que je sais quelle est l'ampleur des guerres que mène l'Occident et notamment la France, comme on l'a vu dans le cas de la Libye et dont on sait tout ce qui s'est passé en Libye et les milliers de morts pour rien du tout, avec une affaire scabreuse qui implique Sarkozy et avec des ministres, avec un gouvernement, avec un parlement qui a participé à tout ça. Donc il faut voir vraiment que on joue avec la vie des gens, mais que pour certains qui refusent de voir ces vérités en face, eh bien, dénie l'humanité de toutes ces personnes et de tous ces Libyens qui ont subi ça. Et on peut répéter l'exemple pour tout un tas d'histoires géopolitiques où la France a été impliquée en Afrique. Et à chaque fois, on n'en fait pas un tollé, et à chaque fois, ça passe crème. Donc voilà, revenir sur cette représentation de l'Occident par rapport au monde, c'est une représentation qui repose sur un artifice de démocratie qui ensuite impose cette idée d'une supériorité qu'elle déclare par des valeurs, qu'elle déclare par un ensemble constitué qui est le monde occidental au travers de ses institutions, parce que il faut pas se leurrer, l'OTAN c'est le monde occidental auquel on a adjoint la Turquie, qui est une partie de l'histoire du monde occidental. Alors il n'y a pas que l'OTAN, donc l'Union européenne c'est uniquement l'Europe, et donc voilà, on a un cœur d'organisation mondiale qui se situe encore là et qui est remis en question par d'autres pays. Mais dans sa vision, l'Occident regarde toujours le monde de cette manière-là, le péril jaune, le péril musulman à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a rien de coordonné au niveau des pays musulmans, mais agit toujours dans l'éventualité que, et un des principes de l'Occident dans sa stratégie géopolitique, c'est que nous agissons par prévention, sans avoir de preuves réelles qu'il y a de menaces, et donc font des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de victimes pour mener des stratégies de prévention et donc mener des guerres préventives, mais pas que des guerres, d'autres actions de type préventif, ça peut être des embargos, ça peut être des préférences aussi dans les accords commerciaux, dans beaucoup de choses, quoi, qui font qu'on va toujours privilégier une approche qui va être préventive, mais derrière ce préventif, comprenez destructif. Et c'est ce qui régit ce rapport de l'Occident au monde. Et on peut conclure, quand on analyse les faits, quand on suit l'histoire depuis l'époque de la colonisation et l'émergence de l'Occident comme puissance, comme bloc de puissance mondiale, on peut attribuer à l'Occident le même, bon, bien sûr qu'on peut comprendre le nazisme dans l'Occident, mais ça a été une parenthèse particulière, on peut attribuer à l'Occident le même effet que le nazisme en termes de mort par des guerres dites préventives au nom de la démocratie. Mais personne n'en fait cas et personne ne réagit par rapport à ça. Et c'est un des aspects normalisés de la culture occidentale qui est intégré dans le monde occidental et qui finalement compose nos psychologies en tant qu'individus. Comment est-ce qu'en tant qu'individu, on a normalisé ça et qu'est-ce que ça crée chez nous en tant qu'individu comme rapport au monde, comme rapport à la vie, comme rapport au vivant, comme rapport entre nous? Est-ce que ça fait de nous des gens normaux? Alors ça, c'est à un psychologue, un sociopsychologue d'y répondre. Peut-être je vais vous en trouver un, ou peut-être un sociopsychologue ou un psychologue peut réagir sur l'effet de ça, la normalisation de ces choses qui sont pourtant tragiques et que n'importe quel individu qui serait doté de raison, à la lecture de ces choses-là, évaluerait comme tragiques. Mais si notre cerveau ne le fait pas, alors, que sommes-nous?